Nous sommes donc ce soir réunis pour un thème important pour nous tous et nous toutes, la terre partagée et respectée, pour quelle transmission ? Dans le titre de ce soir, les termes partage, respect et transmission englobent les valeurs essentielles d'une société qui se veut humaine et refuse de disparaître. La planète Terre est à ce jour la seule oasis de vie que nous connaissons au sein d'un immense désert sidéral. En prendre soin, respecter son intégrité physique et biologique, tirer parti de ses ressources avec modération, y instaurer la paix et la solidarité entre les humains, dans le respect de toute forme de vie, est le projet le plus réaliste, le plus magnifique qui soit. Ces propos, tout aussi pragmatiques que porteurs d'espoir, sont extraits d'un ouvrage de Pierre Rabhi qui s'appelle « Vers la sobriété heureuse ». Pierre Rabhi, auquel je souhaite rendre hommage, tant il est vrai que son implication a pour vocation d'éradiquer cette désespérance qui cherche à envahir notre quotidien. Il est notamment l'initiateur du mouvement Colibri, lequel a pour mission de redonner confiance aux citoyens en leur capacité d'agir concrètement afin de construire une société plus humaine et plus respectueuse de l'environnement. Comme le colibri de la légende amérindienne, nous devons, chacune d'entre nous, nous impliquer afin de faire revivre la confiance en demain et nous permettre de transmettre le meilleur aux générations futures. Cet éveil des consciences est une nécessité, cette confiance retrouvée, un champ d'espoir. Transmettre. Dans son encyclique, Sa Sainteté le Pape François s'est exprimé en ces termes. Il faut une préoccupation pour l'environnement unie à un amour sincère envers les êtres humains et un engagement constant pour les problèmes de la société. La terre est un héritage commun dont les fruits doivent bénéficier à tous. Le principe du bien commun devient un appel à la solidarité et une option préférentielle pour les plus pauvres. La semaine dernière, M. le bâtonnier Frédéric Sicard a évoqué des chiffres alarmants, relatifs notamment à l'épuisement de nos ressources naturelles. À mon tour, j'aimerais rappeler le plus brièvement possible quelques données concernant l'océan mondial, puisque ce thème va être traité par Sabine Roux de Bézieux, présidente de la Fondation de la mer. La mer dont vous dites qu'elle est l'avenir de notre pays, l'avenir de l'Europe. Dominique Bourg, philosophe, qui va vous succéder, est vice-président de la Fondation Nicolas Hulot, laquelle a lancé la campagne SOS Mer propre en 1998 et la campagne SOS Planète Eau en 2002. Et bien d'autres choses, je vous le dirai tout à l'heure. L'océan mondial recouvre 71,1% de la surface de la Terre. Il abrite la majorité de la vie sur Terre, entre 50 à 80% selon les estimations. Il génère plus de 60% des services écosystémiques qui nous permettent de vivre, à commencer par la plus grande partie de l'oxygène que nous respirons. Régulant à plus de 80% le climat de la Terre, il joue un rôle majeur dans le cadre du réchauffement climatique. Selon l'ONU, près de 40% des océans sont considérés comme lourdement affectés par les activités humaines. L'ONU toujours s'inquiète également de voir apparaître des phénomènes de vastes zones mortes. Est-ce à dire que la disparition de l'espèce trouverait son origine dans les métamorphoses alarmantes que subissent les surfaces immergées de la Terre ? La réponse d'ordre scientifique n'est pas de ma compétence, mais nous serons éclairés par Madame Sabine Roux de Bézieux. En revanche, ma voix ne peut que se joindre à celle de ceux qui luttent pour un sursaut, un réveil des consciences, une prise de conscience de notre inconscience. Nous sommes, je le crois, de plus en plus nombreux, engagés, solidaires, responsables vis-à-vis de nos enfants. Nous n'avons plus
d'autre choix que de nous tourner vers l'essentiel qui rime avec engagement, solidarité, responsabilité vis-à-vis des générations futures, un engagement éthique, citoyen, incontournable, un engagement qui induit le respect de ce qui nous a été donné en partage, le respect de l'autre, le respect que nous devons à nos enfants, à tous les enfants. Ce respect qui consiste à préserver leurs droits, à leur enseigner qu'un jour ils auront eux-mêmes des devoirs, transmettre. C'est aussi cela, cette chaîne sans fin qui nous transforme en passeurs. Quel défi, un merveilleux défi qui nous appartient de relever. Ce défi, ce respect de l'autre, du différent de soi, consiste à accueillir ces réfugiés. Je ne les appellerai pas climatiques, je ne veux pas les stigmatiser. Ces réfugiés qui, comme le mot l'indique, cherchent refuge, qui fuient le désespoir, victimes de l'irresponsabilité et de la folie de l'homme. Aime ton prochain comme toi-même. Cela est si vrai. Car comment faire autrement si nous voulons faire œuvre de transmission ? Commençons par nous respecter nous-mêmes. Nous rêvons pour nos enfants un avenir harmonieux, mais croyez-vous qu'ils soient crédules ? Ils nous jugeront et condamneront si nous manquons à notre devoir le plus élémentaire de leur transmettre une planète vivante où il fait bon de grandir. Comment peuvent-ils même avoir envie de devenir adultes en constatant nos errements ? C'est donc à nous qu'il appartient de modifier notre comportement, de faire fi de notre individualisme dévastateur. Cessons de pratiquer l'exclusion. Ne désespérons jamais de l'être humain, notre semblable. Rassemblons nos forces, nos volontés. Agissons chacun à notre niveau afin que la société civile s'empare des sujets majeurs qui fondent l'avenir, la préservation de la terre, celle de nos valeurs essentielles. Cette cohésion que nous appelons de nos vœux paraît s'être brisée, notre société privilégiant l'individualisme aux dépens de l'harmonie du groupe, de la solidarité, de la compassion. Cet individualisme générateur d'injustice, de fractures économiques et sociales, nul aujourd'hui ne peut occulter que la prospérité du monde occidental s'est bâtie sur le pillage de la planète et des peuples du Sud. Une minorité s'accapare les 4/5 des ressources naturelles. Aujourd'hui, tous ces équilibres et les menaces qu'ils induisent pour l'avenir de l'espèce humaine sont révélés et exacerbés. Il ne s'agit pas ici de tenir des propos moralisateurs, mais simplement de mettre au clair ces quiproquos afin que les leçons tirées de la récession actuelle puissent nourrir l'imagination d'une société nouvelle. C'est toujours Pierre Rabhi qui nous dit ça, toujours dans le même livre. Il convient de nous rassembler autour de valeurs communes, mettre fin à la crise sociétale que nous traversons. Nous ne le dirons jamais assez. Ces valeurs, amour, bienveillance, respect profond de soi, des autres et de la vie sont fondamentales. Ce sont ces valeurs qui doivent nous fédérer, nous rassembler. Ces valeurs qu'il nous appartient de nous réapproprier afin de les transmettre à nos enfants. Il est indéniable que nous devons aux générations futures non seulement une terre sur laquelle ils peuvent vivre décemment, prospérer, mais également des valeurs qu'ils transmettront à leur tour. Il en va de notre dignité, de notre humanité. J'ajouterai, faisant mien un vieux proverbe chinois, mieux vaut transmettre un art à son fils que de lui léguer 1000 pièces d'or. Je vous remercie et je vais immédiatement passer la parole à Sabine Roux de Bézieux. Vous êtes une philanthrope déterminée. Vous avez lancé, en juin 2015, l'Association pour la Fondation de la mer pour défendre une mer libre, protégée, organisée et exploitée avec respect. Je vous cède donc la parole et nous allons, puisqu'il s'agit de la mer, boire vos paroles. Je vous remercie.
Merci, Maître. Alors, nous sommes le 12 octobre et vous n'avez pas manqué de remarquer dans les rues de Paris qu'il s'agit de la date de sortie du film L'Odyssée, qui retrace l'aventure de Jacques-Yves Cousteau. Souvenez-vous, en 1956, Le Monde du Silence fait découvrir les océans au monde entier en obtenant la Palme d'Or du Festival de Cannes. Ce fut un tournant décisif pour l'océanographie française et d'ailleurs l'océanographie mondiale. Le film, que je vous conseille, illustre bien l'esprit de l'époque. Une grande liberté, un émerveillement total devant les mystères de l'océan et la beauté de la nature, et le rêve de l'exploration humaine, le sentiment que tout était possible et que tout était à découvrir. Mais cette époque tolérait également des méthodes employées par le commandant Cousteau qui aujourd'hui sont justement critiquées. Le film relate la capture de 2 otaries pour les seuls besoins d'un film sensation. Et en allant surfer sur le dynamitage d'un récif corallien avec pour objectif de compter le nombre de poissons qui s'y trouvaient. Cousteau aurait-il parlé de frères poissons à la manière de saint François d'Assise ou du pape François? Vous me le direz après avoir vu le film. Alors, depuis les années 50, le droit et les consciences ont beaucoup évolué. Et puisque Maître Attias a déployé un magnifique plaidoyer en faveur des océans, je vais vous parler du droit, puisque je ne suis pas avocate. Et commencer par un bref tour d'horizon du droit de la mer, qui oscille entre droit et liberté, plutôt qu'entre droit et non-droit, qui était le titre de mon intervention. Sachez que le droit est une des branches les plus anciennes du droit international public et que son principe fut pendant très longtemps la liberté des mers, à l'exclusion d'une bande de mer de 3000 marins. 3000 marins, vous me demanderez pourquoi? Tout simplement parce qu'il s'agissait de la portée du canon à cette époque-là. Et ces 3000 marins ont subsisté. Les premières réglementations datent de la conférence de Genève en 1958. Vous voyez, 1956, Le Monde du Silence, 1958, la conférence de Genève. Et puis vint la Convention des Nations Unies signée à Montego Bay en 1982, que vous avez sans doute tous à l'esprit, mise en œuvre en 1994, c'est-à-dire hier. 168 pays l'ont ratifiée, ce qui en fait la Convention des Nations Unies la plus ratifiée de toutes les conventions des Nations Unies. Pour la petite histoire, parmi les pays qui n'ont ni adhéré ni ratifié, on trouve Israël ou le Vatican. Je rappelle également que, du point de vue de la Convention de Montego Bay, on appelle une mer une étendue d'eau salée en communication libre et naturelle, ce qui signifie que les mers à l'intérieur de continents ne sont pas considérées comme des mers et n'ont pas compté dans les 71% que vous signaliez tout à l'heure. Alors peut-être dans les 0,1, mais en tout cas certainement pas dans les 71%. Et d'ailleurs, si la Terre est si souvent appelée la planète bleue, c'est bien parce que les mers représentent 71% de la surface. Et quand on discute avec des spationautes qui reviennent d'un voyage dans l'espace, leur premier engagement en revenant sur Terre, c'est de s'engager pour les océans. Et vous verrez, regardez tous nos grands spationautes, ils sont engagés aujourd'hui pour la défense des océans, parce qu'ils ont réalisé que la spécificité de notre Terre, outre le fait que nous y sommes, qu'il y a l'humain, c'est sa couleur bleue. Alors, d'un point de vue juridique, puisque je fais l'avocat ce soir, on distingue 3 espaces maritimes dans les océans. Et s'il y a des spécialistes dans la salle, veuillez me pardonner des raccourcis et des légères imprécisions qui visent à simplifier un sujet éminemment complexe. Alors, le premier espace, de façon concentrique, ce sont les espaces qui sont considérés comme annexés au territoire terrestre. D'où, je fais simple, 24 000 nautiques à partir de la Terre. Sur cet espace-là, les États exercent une souveraineté totale, mais laissent la liberté de naviguer dans le cadre de ce qu'on appelle un passage inoffensif, laissent donc la liberté de naviguer aux navires, y compris les navires militaires, ce qui n'est pas toujours mis en œuvre. Donc le principe est un principe de liberté, mais sur lequel s'exercent l'ensemble des lois du territoire concerné. Le deuxième espace, vous le connaissez aussi, il s'appelle la ZE, Zone exclusive économique.
C'est une zone qui s'étale jusqu'à 200 000 nautiques et des territoires, et dans lesquels les nations peuvent exercer des droits souverains économiques. Ils ont le droit d'exploiter ce qu'on appelle la colonne d'eau, c'est-à-dire de pêcher, et ils ont le droit d'exploiter également les sous-sols, donc dit forêt du pétrole, et d'y aller chercher toutes sortes de granulats, terres et métaux. S'étend au-delà de cette ZEE, ce qu'on appelle un plateau continental, mais je ne vais pas vous raconter ça ce soir, ce serait beaucoup trop long. En revanche, sachez que dans cette zone-là, s'exercent également des compétences de contrôle et de répression par les États qui en sont les propriétaires. Enfin, au-delà de ces 200 000 nautiques et donc des zones exclusives économiques, c'est le royaume de la haute mer. Et de façon intéressante, ce royaume de la haute mer est appelé dans la convention même de Montego Bay un bien commun de l'humanité, un terme chrétien repris par les Nations unies. Dans cette zone-là, c'est la liberté qui s'exerce. Et le droit qui s'y applique est celui du pavillon des navires. Les navires portent tous un pavillon d'une nation. Et c'est le droit de ces nations qui s'applique pour ces bateaux. Et de façon impressionnante, quasiment aucune autre convention ne s'applique. Encore une fois, il y a des exceptions, mais dans l'ensemble, aucune autre convention ne s'y applique. Cette zone de la haute mer, elle représente 64% de la surface de la planète. Et donc, en simplifiant, on peut dire que pour 64% de la planète, le droit qui s'applique est finalement un droit de la liberté. Et c'est assez formidable. Pour la France, la ZEE, je ne sais pas si vous le savez, la ZEE française représente plus de 11 millions de kilomètres carrés, ce qui en fait la deuxième au monde. Et moi, j'aime mieux dire que c'est le plus bel espace maritime, parce que devant nous se trouvent les États-Unis, qui n'ont que 0,3 millions de kilomètres carrés de plus que nous. Les États-Unis n'ont pas ratifié la Convention de Montego Bay, donc on peut très bien considérer qu'ils ne méritent pas ces 11,3 millions de kilomètres carrés. Et puis par ailleurs, vous le savez, la France est le seul pays du monde sur lequel le soleil ne se couche jamais. Nous avons le plus bel espace maritime au monde, nous pouvons en être fiers. Je vous ai parlé de ces espaces de liberté, je vous ai parlé du droit de la mer, avec un peu des sentiments d'exaltation. Vous allez me trouver un peu optimiste. Mais je voudrais, dans une deuxième partie, souligner toutes les menaces qui pèsent non seulement sur la mer, mais surtout leurs conséquences pour les personnes les plus vulnérables, les plus pauvres sur la planète. Alors que la mer représente 71% de la surface de notre planète, les préoccupations des politiques portent essentiellement sur la terre. Il a d'ailleurs fallu attendre 2015 pour que la COP, la Conference of Parties, s'intéresse aux océans. Vous vous en souvenez, l'année dernière à Paris. Or, les enjeux sont considérables et touchent d'abord les plus démunis de notre humanité. Un rapide d'abord panorama des enjeux liés aux questions d'environnement. Maître Athias les a évoqués. La montée des eaux, tout d'abord, liée au réchauffement climatique. C'est un enjeu de vie ou de mort pour certains îlots du Pacifique. On parle effectivement de réfugiés climatiques, des populations entières qui, dans une décennie, 2 décennies, ne pourront plus rester sur les îlots sur lesquels ils habitent. C'est un enjeu de vie et de mort pour ces populations. Ce n'est qu'un problème d'ingénieurs ou de financiers pour nos pays, comme les Pays-Bas ou Venise ou Monaco. Ce sont des problèmes qui vont se résoudre avec des digues et des systèmes inventés par les meilleurs ingénieurs. Une injustice. La pollution, ensuite. C'est une question de survie pour les pêcheurs du golfe du Mexique ou les Ivoiriens, par exemple, après le rejet de déchets toxiques dans le port d'Abidjan il y a une dizaine d'années. C'est une détresse morale et financière des Bretons après la marée noire de l'Erika il y a une vingtaine d'années. Ce n'est qu'un problème financier également pour d'autres populations qui n'ont qu'à augmenter les impôts et ramasser quelques déchets plastiques sur leurs plages. Troisième élément, l'épuisement des ressources halieutiques. Encore une fois, c'est une question de survie pour les Malgaches ou les pêcheurs du golfe de Guinée. C'est un désagrément devant la hausse du prix du poisson en Europe, ou une mauvaise conscience devant l'épuisement de certaines ressources. Et puis enfin, la liberté en haute mer. Elle souffre d'ores et déjà d'exceptions. Des permis d'exploration dans certaines zones de dorsale pour les fameux modules polymétalliques ont déjà été donnés. Mais les pays qui ont bénéficié de ces permis d'exploration
bien évidemment, vous l'avez deviné, sont les pays qui ont les moyens de financer telle recherche. Les autres enjeux méconnus sur la mer peuvent avoir des conséquences sociales majeures. Bien évidemment, les drames de la migration par voie de mer, avec ces milliers de morts en Méditerranée, mais aussi, on en parle moins ici en France, en Asie du Sud-Est ou en Afrique. La délimitation des ZEE, les zones exclusives économiques. Il y a d'ores et déjà des tensions entre les pays riches. De façon amusante, sachez que le règlement du conflit sur le plateau continental en mer d'Iroise, c'est-à-dire entre les Français et les Anglais, n'a été réglé qu'en 1977, bien plus tard que la guerre de 100 ans. Mais sans commune mesure avec les menaces qui pèsent aujourd'hui sur les pays riverains de la mer de Chine méridionale. Vous avez dû lire au mois de juillet que la Chine a rejeté l'arbitrage passé sur la mer de Chine méridionale et que la Chine revendique la totalité de cette mer de Chine au nom de leur philosophie des 9 lignes, vous en parlerez peut-être, qui de facto captent l'ensemble de cet espace au détriment des nations voisines qui n'ont pas les moyens de se défendre. Autre enjeu aux conséquences sociales majeures, c'est le transport maritime. Il a permis un développement considérable de pays qui étaient jusqu'à maintenant à l'écart de la mondialisation. Et il faut s'en réjouir. Mais les pavillons de complaisance, qui équipent encore une part extrêmement importante de la flotte mondiale, offrent parfois des conditions dégradées de sécurité aux bateaux et surtout à leurs équipages largement issus des pays pauvres. Enfin, un autre exemple d'injustice sociale majeure au niveau de la planète, c'est la brevetabilité du vivant. La vie est venue de la mer. Or, 85% des espèces marines sont encore à découvrir, ouvrant un répertoire génomique absolument gigantesque. 95% des brevets déposés associés à des ressources marines l'ont été depuis l'an 2000. 3 pays ont déposé à eux tout seuls 70% de ces brevets, captant donc tous les revenus futurs des molécules associées à ces ressources marines. 10 pays captent 90% des ressources. Ces 10 pays ne couvrant que 20% des côtes de la planète. Donc d'ores et déjà, ces pays, nos pays, ont capté les bénéfices à venir en matière de santé, en matière de cosmétiques, en matière d'alimentation, de ces brevets qui sont déposés en s'appuyant sur des ressources marines qui sont par essence de l'ordre du bien commun. Alors c'est une question d'éthique sur la brevetabilité du vivant, c'est une question d'équité sur le partage de leurs bénéfices, ou alors c'est une question de cohérence pour des espèces qui sont difficilement localisables, puisque l'océan a cela d'extraordinaire qu'il n'y a qu'un océan. En français, on utilise volontiers les océans. Les Anglais utilisent un terme, les Américains, un terme unique, ils disent « the ocean », l'océan, pour bien souligner que nos océans que nous apprenons en classe, finalement, ne font qu'un seul, on parle de l'océan mondial. Sur la brevetabilité du vivant, on peut se réjouir de la signature en 2011 du protocole de Nagoya et puis d'une convention sur la diversité biologique qui, cependant, ne concerne que les ZEE, et donc il y a encore énormément à faire. Je vous ai dressé un tableau un petit peu noir du fond des abysses, de tous les enjeux sociaux, climatiques, humains, des enjeux de justice liés aux océans. Mais il y a des raisons d'espérer, et c'est la position résolue de la Fondation de la mer de regarder l'avenir, non pas en rose, mais en bleu clair. Alors, quelles sont les raisons d'espérer et quelles actions pouvons-nous mener ? Certes, la gouvernance mondiale n'est pas en grande forme, d'un point de vue économique, politique. Sauf, à mon sens, pour le droit de la mer, qui, avec de nombreuses conventions sur lesquelles je vais revenir, progresse. Un exemple, l'Antarctique, qui a su résister aux velléités d'exploitation, à l'inverse de l'Arctique, dont vous savez qu'il est devenu l'enjeu de rivalités dangereuses. Je vous rappelle que l'Antarctique, la Convention sur l'Antarctique, se prolonge jusqu'en 2048, ce qui semblait une éternité pour le commandant Cousteau à l'époque où il avait fortement milité pour cette convention,
et qui aujourd'hui est demain, voire après-demain, mais qui va venir extrêmement rapidement. C'est l'une des raisons supplémentaires de notre engagement nécessaire pour les océans et le droit qui les régisse. Il y a un combat à mener qui concerne toute l'humanité. Maître Attias l'a souligné, les océans absorbent un tiers du CO2 émis par la planète et produit une respiration sur deux que nous faisons. 50% de l'oxygène est produit par les océans et pas uniquement par les forêts d'Amazonie. Serons-nous capables donc d'instaurer les règles de gouvernance mondiale acceptées par tous et qui permettront l'avenir de l'humanité ? Je l'espère fortement et j'y crois. Depuis les années 50, on observe en effet un renforcement du droit. Alors, commençons par l'international au niveau mondial. De nombreuses conventions des Nations Unies sont venues compléter celle de Montego Bay. Elles portent par exemple sur des espèces à protéger, comme la baleine ou le thon, ou sur les stocks chevauchants, un terme technique pour rappeler que les poissons ne connaissent pas les frontières terrestres. Une convention sur contre la pollution avec la création du FIPOL. Des conventions régionales de protection de la biodiversité qui ont été, par exemple, signées en Afrique de l'Est ou dans le Pacifique. Et puis l'intégration, depuis 2015, l'année dernière, de la question des océans dans les COP. La COP 22, qui se tiendra le mois prochain à Marrakech, a mis les océans au cœur de ces questions. L'Organisation maritime internationale, l'OMI, prend peu à peu sa place dans les instances de négociation internationales. En Europe, certains déplorent que si l'Europe a été créée en 1957, la première stratégie maritime européenne ne date que de 2014. Elle est peut-être tardive, mais sachez qu'elle a été adoptée avant bien d'autres stratégies nationales, certaines n'étant pour l'instant qu'à l'ordre d'ébauche. Par ailleurs, vous ne l'ignorez pas, la protection des ressources biologiques de la mer fait partie des 5 compétences exclusives de l'Union, et ceci depuis l'origine. C'était prémonitoire, et c'est un des domaines où l'Europe agit et avec efficacité. Je vous rappelle rapidement ces 5 domaines, pour mémoire: l'union douanière, l'établissement des règles de concurrence nécessaires au fonctionnement du marché intérieur, la politique monétaire, la politique commerciale commune et la conservation des ressources biologiques en mer dans le cadre de la politique commune des pêches. Et d'ailleurs, dans le secteur de la pêche, l'Europe a sauvé des espèces, comme le thon rouge qui était menacé d'une disparition définitive en Méditerranée et qui aurait certainement disparu en l'absence de réglementation européenne. Pour l'Europe, donc, la mer fait partie de ses intérêts supérieurs, communs à nos nations, qu'elle porte sur la scène internationale en anticipant des vraies questions d'avenir, comme la liberté de navigation, le modèle de production et la chaîne de valeur des filières économiques maritimes, l'environnement et la protection des océans, ou encore l'exploitation des ressources marines en profondeur. Nous en arrivons à la France. Elle n'est pas en reste en matière de droit. Avec le Grenelle de la mer et ses lois d'application, elle adopte aujourd'hui une approche concertée qui permet de combiner, de façon quasiment unique sur la planète, l'économique, le social et l'environnemental. Cet effort de concertation se déploie au niveau national, mais également au niveau local pour régler les conflits d'usage. Le préfet maritime de Méditerranée passe par exemple un arrêté par jour aujourd'hui en matière d'ordre public en mer. Alors mon propos n'est certainement pas de prétendre que le droit peut tout régler, mais plutôt qu'en matière maritime, des efforts ont été entrepris pour concilier des positions parfois opposées. La France s'engage également activement dans les travaux de mise à jour de la Convention de Montego Bay, en particulier sur la gouvernance de la haute mer. Elle y est légitime avec son espace maritime, le second de la planète, et il y a intérêt pour la même raison, pour défendre les territoires nationaux. L'évolution du droit, que j'ai très succinctement
esquissé devant vous est le signe avant tout d'une évolution des consciences, qui comprennent peu à peu le rôle primordial des océans pour l'avenir de l'humanité. Devant un tel parterre d'avocats, je ne peux donc que vous inciter à vous intéresser à toutes les dimensions maritimes du droit. Tout d'abord, pour que la vague verte ne s'oppose pas à la vague bleue. Ensuite, pour que le droit soit au service de la justice et de la liberté pour tous. Et puis enfin, tout simplement parce que c'est passionnant. Pour conclure, je voudrais vous convaincre que la France a pris la question de la mer au sérieux. Les enjeux maritimes sont déjà inclus dans les programmes de l'éducation nationale. Le ministère de l'Environnement s'appelle désormais le ministère de l'Environnement et de la mer. Quasiment 20% de nos espaces maritimes sont classés en aire marine protégée, ce qui nous met extrêmement en avance par rapport à tous les autres pays de la planète. Notre marine nationale, classée dans les meilleures marines du monde, représente notre pays dans toutes les eaux du monde. Nous participons ainsi, et nous pouvons en être fiers, au maintien du droit en mer de Chine méridionale ou dans le golfe de Guinée. Et je ne peux pas, évidemment, terminer sans parler de la Fondation de la mer, qui regroupe d'ores et déjà l'ensemble du monde maritime dans une ambition commune, rappeler aux Français que leur pays est le seul pays au monde sur lequel le soleil ne se couche jamais. Nous lançons d'ailleurs en 2007 une grande aventure autour du monde à la découverte des mers françaises. Nous allons affréter un bateau 100% propre qui va nous faire découvrir les mers françaises dans tous les océans, dans l'océan mondial. Je vous remercie. Eh bien, merci beaucoup, c'était absolument passionnant. Eh bien, maintenant, on va continuer à se passionner grâce à Dominique Bourg. Dominique Bourg, qui est donc un philosophe, dès qu'on entend ce mot-là, immédiatement, on se sent déjà plus intelligent, qui est vice-président, tel que je l'ai dit, de la Fondation Nicolas Hulot, et qui a écrit un nombre incalculable d'ouvrages, dont le Dictionnaire de la pensée écologique, que je vous encourage à acheter, qui est paru aux presses universitaires de France, qui est sûrement extrêmement instructif. Et vous parlez d'une minorité agissante. Et donc, grâce à vous, nous allons nous mettre à agir également. C'est le but. C'est le but de cette conférence. J'ai lu que dans votre biographie, que vous parliez de l'idée de finitude qui conditionnerait votre pensée. J'espère que c'est optimiste, parce que le mot finitude, donc nous allons en apprendre énormément et nous sommes tout à fait et entièrement à votre écoute. Merci, cher maître. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Puisqu'il est question ce soir de transmission, je vais commencer par évoquer devant vous ce que nous ne transmettrons plus, et ce, à la faveur d'un état des lieux succinct, du délabrement de la maison commune. Ensuite, j'évoquerai rapidement les conséquences de cet état des lieux en termes de justice, mais finalement plutôt en termes d'injustice. Et pour finir, j'évoquerai, de façon relativement carrée, si vous voulez, en quelque sorte, la bifurcation au seuil de laquelle nous nous trouvons, et on voit deux voies majeures possibles, vous verrez, très, très contrastées. Alors déjà, il me semble très important de dresser un tel état des lieux parce que, vous le verrez, quand on parle d'environnement aujourd'hui, en tout cas dans un premier temps, on ne peut le faire que par des médiations scientifiques. C'est-à-dire avec nos sens, nous ne sommes pas capables de percevoir, d'identifier précisément l'état de dégradation dont je parlais. Tous les termes qu'on emploie pour ce faire sont des termes très abstraits. Si je vous dis qu'il y a 400 ppm de molécules de dioxyde de carbone
Dans un volume d'1 million de molécules d'air ambiant, ça ne vous dira pas grand-chose. Si je vous dis que la température peut s'élever de 2 degrés d'ici à la fin du siècle, vous allez dire quelle affaire. Tous les matins, elle s'élève de 5 ou 6 degrés. Alors, de quoi s'inquiète-t-on? Et précisément, c'est bien ça. Je crois que c'est Camus qui disait qu'il est très important de prononcer les mots justes et de ne pas le faire pourrait conduire à une certaine forme de crime. Eh bien, c'est un peu ce que l'on va voir. Alors, je vais commencer par évoquer tout d'abord les aspects physiques du délabrement en question, puis quand même quelques aspects moraux qui ne sont pas sans importance, même si les premiers sont irréversibles et les seconds, on peut l'espérer, ne le sont pas. Et je commencerai évidemment, à tout seigneur, tout honneur, par évoquer la question du climat, parce qu'effectivement, c'est une question très importante. Alors, vous savez que l'objectif que se sont donnés les nations, à Copenhague tout d'abord, et récemment avec l'accord de Paris, c'est de ne pas dépasser une élévation de la température moyenne d'ici à la fin de ce siècle. Et même, dans un dernier sursaut, même le chiffre d'1,5 degré a été évoqué. Alors c'est assez inquiétant cette évocation des 2 degrés parce que, pour reprendre l'expression d'une collègue épistémologue, on a affaire à une sorte de schisme de réalité. Tout simplement parce que ces 2 degrés, imaginons que dès demain, la planète entière cesse toute forme d'émission, nous serons, d'ici à peu près 3 décennies, à 2 degrés. Quand bien même nous arrêterions maintenant toute forme d'activité. Les 3 dernières années, le rythme du réchauffement planétaire s'est accéléré, et tout particulièrement en 2016, alors même que El Niño s'arrêtait. Et en fait, à l'issue des 8 premiers mois de cette année, nous sommes déjà à une élévation de la température moyenne par rapport aux valeurs pré-industrielles d'1,3 degré. En 2013, il n'y a pourtant pas si longtemps, si l'on vous avait donné ce chiffre, ça aurait été 8 dixièmes et 5 centièmes. Et en fait, compte tenu de l'inertie du système climatique et de manière générale de tout le système Terre, en fait, quand on dégrade, les choses n'apparaissent jamais de façon immédiate. Les effets de nos dégradations n'apparaissent que plusieurs décennies. Pour le climat, on voit le début de l'expression d'1 degré de concentration des gaz à effet de serre dans l'atmosphère, grosso modo à peu près 3 décennies après. Donc en fait, même si on arrêtait nos émissions aujourd'hui, on subirait une augmentation de 3 dixièmes. Et maintenant, en raison des pollutions en termes d'aérosols, surtout au sud, et pour des raisons industrielles et pour des raisons agricoles, eh bien, il y a une partie du rayonnement solaire qui ne parvient pas jusqu'à la surface de la Terre, jusqu'au sol. Et donc là aussi, il y a 3 dixièmes qui réapparaîtront dès que ces aérosols seront retombés sur le sol. Donc nous serions là déjà à 1,9 degré. Alors, malheureusement, le diagnostic pourrait peut-être être pire parce que si l'on regarde la littérature scientifique de ces derniers mois, eh bien on voit la remise en cause de ce qu'on appelle la sensibilité climatique. C'est-à-dire, quand on donne ces chiffres que je viens de vous donner, on les donne en fonction d'un certain nombre de calculs qui nous permettent de dire qu'avec tel degré de concentration, on pourrait avoir tel degré. Or, en fait, les fondements du calcul sont peut-être en train de changer, notamment parce qu'on s'est aperçu que le rôle des nuages n'était pas celui auquel on s'attendait. Mais encore une fois, ça n'est pas confirmé. Mais si vous voulez, les nuages ont une double nature. D'un côté, ce sont des cristaux de glace qui renvoient le rayonnement solaire dans l'espace, et vous avez aussi des gouttelettes d'eau qui, au contraire, piègent le rayonnement infrarouge que la Terre restitue après son réchauffement. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle l'effet de serre. Et on pensait que l'effet cristaux était plus fort que l'effet de serre, et ce n'est peut-être pas évident.
des relectures du paléoclimat, des travaux sur les sols qui nous permettent de voir que c'est que la partie supérieure des sols qui stocke. À partir de 40 cm, on a des stocks de carbone qui sont très très anciens, et avec donc des réactivités très très difficiles, etc., font que peut-être les choses seront pires encore. Et très probablement, comme je vous le disais, nous serons déjà à 2 degrés d'ici à 2050, très probablement. Alors, pourquoi les 2 degrés à la fin du siècle? Et c'est là qu'on peut quand même être un peu plus en colère, en quelque sorte. Eh bien, c'est que la communauté scientifique, pour essayer quand même de compenser ce schisme de réalité, pour appeler ça cet autisme, eh bien, échafaude des projets qui, pour l'heure, n'ont aucun correspondant réel. C'est-à-dire qu'on compte quand même arriver à ne pas dépasser, à la fin du siècle, même si on la dépasse avant, une moyenne d'élévation de la température de 2 degrés, tout simplement parce qu'on compte, durant la seconde moitié du siècle, sur ce qu'on appelle des émissions négatives massives. Notamment une grande partie de l'électricité mondiale qui serait alors produite par ce qu'on appelle de la biomasse énergie, des plantes à croissance lente. Ensuite, on piégerait le carbone, ça on sait faire. On piégerait le carbone à la sortie, si vous voulez, des cheminées. Ensuite, on le liquéfie et on le met, je vous demande où. Vous imaginez que c'est certainement pas à Bure qu'on va remettre en plus du carbone. Enfin, peu importe, on table donc sur des techniques qui n'existent pas. Et on y reviendra in fine, qui seraient sans doute très coûteuses et probablement d'ailleurs sous-dimensionnées. Voilà très rapidement sur le climat. Donc, quoi qu'il arrive, eh bien, nous léguerons aux générations futures, mais aux jeunes qui sont par exemple dans cette salle, un état de la planète qui ne sera plus celui que nous et les générations antérieures ont connu. Ça, désormais, c'est irréversible. Ça ne veut pas dire qu'il faille rejeter cet objectif des 2 degrés. Ça reste un attracteur dont il faut chercher à s'éloigner le moins possible, et il y aurait de bonnes raisons. Ça, on pourra les aborder, si vous voulez, avec les questions après. Voilà pour le climat, très rapidement. Pour le vivant, je vais être aussi rapide, mais donner aussi quelques chiffres qui sont quand même relativement impressionnants. Je vais distinguer 3 aspects. Je vais tout d'abord évoquer la réduction du nombre d'êtres vivants, et essentiellement d'êtres vivants sauvages, sans prendre en compte la diversité génétique impliquée dans cette érosion accélérée des populations. Maintenant, si je considère les populations sauvages, eh bien, entre 1970 et 2010, c'est-à-dire en 40 ans, en moins d'un demi-siècle, c'est la moitié des mammifères sauvages, mais je ne le dirai plus, la moitié des poissons, la moitié des oiseaux, la moitié des amphibiens et la moitié des reptiliens qui ont disparu. Donc une érosion extrêmement puissante des êtres vivants sauvages sur cette planète. Deuxième aspect, et là plus classique, celui de la biodiversité. Le rythme, a-t-on calculé? Alors quand on parle d'érosion de la biodiversité, ça ne concerne jamais le socle du vivant, qui est le socle bactérien. Ça concerne les êtres pluricellulaires. Et donc, en fait, les chiffres peuvent être différents d'une catégorie à une autre. Je parlais tout à l'heure de reptiliens, d'amphibiens, de mammifères. Le rythme d'érosion n'est pas forcément le même. Mais on va prendre un indicateur agrégé. On estime que durant l'histoire de la Terre, eh bien, par siècle, 2 espèces sur 10 000 disparaissaient. Nous en serions à un minimum de 100 sur 10 000 par siècle au rythme de ces dernières décennies. Donc c'est une accélération phénoménale et qui va forcément s'intensifier avec effectivement le déploiement des effets du changement climatique. Si vous voulez, quand on parle de phénomènes environnementaux, on pourrait exprimer ça, souvent on exprime ça avec une courbe de Gauss, une courbe en cloche. En fait, j'ai bien peur, et c'est plutôt ce qu'on constate, qu'on a affaire à la courbe, qu'on ait affaire à la courbe de Sénèque. Le plaisir monte, mais il chute radicalement, instantanément, et c'est plutôt ce qu'on constate en matière d'environnement, c'est plutôt des ruptures que des dégradations, en quelque sorte, au dos rond, en douceur. Troisième élément, en ce qui concerne les écosystèmes,
Ce sont des travaux qui ont été publiés en 2012 avec le premier auteur était Barnowski. Eh bien, si l'on regarde le passé de la Terre, on constate que lorsque, pour des raisons évidemment naturelles, sans que l'homme ait eu en quoi que ce soit à faire, quand on constate des phénomènes qui affectent grosso modo la moitié des écosystèmes, l'autre moitié ne reste pas intacte, et en fait, on assiste à un basculement général. Et nous sommes grosso modo à cette moitié. Donc il en va du vivant comme pour le climat, c'est-à-dire effectivement des changements accélérés, rapides, et évidemment, bien sûr, les deux sont liés. Les effets du changement climatique seront d'autant plus puissants qu'ils vont atteindre et affecter des écosystèmes largement fragilisés. Et au contraire, des écosystèmes plus robustes seraient mieux à même à encaisser les chocs du changement climatique. Vous savez que les chocs en question sont surtout dus à l'accélération du phénomène de réchauffement. Ce même phénomène étendu sur plusieurs milliers d'années, évidemment, ne déboucherait pas sur les mêmes chocs. Très rapidement, en matière de ressources, je vais prendre que quelques exemples. Si l'on prend le sable, et le sable des rivières ou des fonds marins, qui est différent du sable des déserts, le sable des déserts, pour des raisons d'érosion, est rond. Il n'est pas abrasif. Or, il y a au moins 200 usages du sable, tout simplement en fonction de son caractère abrasif. Dans certains cas, on peut trouver des substituts, mais ça n'est pas le cas pour tout. Or, le sable des rivières manque, et commence à manquer cruellement. Si l'on regarde du côté des métaux, c'est à peu près la même chose. Et si vous voulez, il en va des métaux comme de l'énergie. Il nous faut de l'énergie pour aller chercher les métaux. Donc c'est très difficile de dire on va arriver à l'épuisement. On n'arrive jamais à l'épuisement d'une ressource. On peut arriver à l'épuisement des réserves, mais c'est un épuisement relatif. Les réserves, c'est la partie des ressources qu'on est capable, avec un degré de technique donné, d'exploiter. Or, le paramètre essentiel est celui de la consommation énergétique. Évidemment, plus on va chercher des métaux en profondeur, et plus d'ailleurs on va en profondeur, moins leur degré de concentration est élevé, et plus on a besoin pour ces deux raisons-là d'énergie. Par exemple, si on devait retirer le cuivre en partant de son état de dispersion sur la croûte terrestre, pour extraire les 16 millions de tonnes que l'on extrait chaque année, il y faudrait la totalité de l'énergie primaire que l'on consomme au monde. Donc c'est là qu'est la limite. Et vous avez vu la difficulté des limites quand on parle du système Terre, c'est que soit on peut les franchir parce que ce ne sont pas ceux qui les franchissent, passez-moi l'expression un peu vulgaire, qui passent à la caisse, c'est en général ceux qui viennent après, ou parce que précisément on n'arrive pas à l'identifier, parce que c'est un facteur relatif, comme c'est le cas en matière de métaux. Et puis je dirais que ce qui va sans doute nous sensibiliser le plus, nous autres êtres humains, c'est que les conséquences de cet ensemble de phénomènes eh bien, vont finir par peser sur nos capacités de production alimentaire. Depuis 2007, il n'y a pas une année sans qu'il y ait une région au monde très productive sur un plan agricole qui ne soit touchée par une sécheresse. Et lorsque c'est le cas, par exemple pour les céréales, on assiste aujourd'hui, alors que nous sommes qu'au tout début du changement climatique, à une baisse des récoltes de 20 à 40%. Alors tout cela m'amène à dire que nous entrons dans une époque, un moment de l'histoire de la Terre, impossible d'ailleurs d'en fixer la fin, on peut en fixer l'origine, probablement le milieu du siècle dernier, qui nous fait sortir de l'époque géologique qu'on a appelée l'Holocène, qui aura donc duré 11 700 ans et qui nous sépare de la fin définitive, sans qu'il y ait de rebond, du précédent âge glaciaire. Et ce qui avait caractérisé l'Holocène, c'est des conditions climatiques extrêmement stables, sans lesquelles, évidemment, les hommes, et vous le savez, à 4 endroits différents au monde, à des époques différentes, sans qu'il y ait eu de communication entre eux, eh bien les hommes ont, à 4 moments différents, inventé l'agriculture. Sans l'Holocène, pas d'agriculture. L'Holocène, par sa stabilité climatique, aura été une période tout à fait favorable à l'éclosion des grandes civilisations humaines. Or, nous sommes en train
de refermer la parenthèse de l'Holocène et de retrouver une terre qui va devenir de plus en plus agitée. En d'autres termes, ce que nous léguons aux générations qui viennent, c'est une maison commune appauvrie, en cours très rapide d'appauvrissement, et une maison commune au sein de laquelle le séjour des hommes deviendra plus difficile. D'où d'ailleurs le fait qu'on ne peut pas séparer en matière de lutte contre le changement climatique. N'oubliez pas qu'effectivement, il faut essayer de s'éloigner le moins possible de ces fameux 2 degrés, mais on va devoir à la fois chercher à réduire nos émissions, de façon d'ailleurs draconienne, si on veut qu'il y ait de véritables effets, mais en même temps, nous allons aussi devoir nous adapter à un séjour humain général, comme je vous le disais, beaucoup plus hostile. Alors voilà pour le contexte, en quelque sorte, physique, dans lequel nous allons devoir vivre avec des conséquences qui vont s'exprimer durant les décennies qui viennent. Évidemment, certaines déjà s'expriment. Mais si l'on regarde cette fois-ci le contexte plutôt moral planétaire, eh bien pour l'heure, il ne facilite pas l'action, même si on peut se réjouir, d'ailleurs non seulement de l'acclamation à Paris du fameux accord de début décembre dernier, mais aussi de la ratification extrêmement rapide. C'est du jamais vu pour un accord international. Et pourtant, vous le savez, nous sommes désormais dans un contexte géopolitique qui est extrêmement tendu, avec des menaces de conflit, la Russie de Poutine, Hamas, des réserves militaires à la frontière de l'Ukraine, le jeu d'alliance entre d'un côté les Philippines et les États-Unis, de l'autre la Turquie et les États-Unis sont aujourd'hui extrêmement menacés. On voit donc se profiler des changements d'alliance. On voit aussi apparaître l'affaiblissement très net de certains pays, ou unions de pays, à commencer par l'Europe, par exemple, qui a très peu pesé pour les accords de la COP, si ce n'est évidemment la diplomatie française qui, alors, en l'occurrence, fait tout à fait merveille. Donc, c'est un contexte effectivement tendu, et je dirais d'une certaine manière que même nous sommes aujourd'hui dans une forme de poudrière. Les raisons de conflit sont très nombreuses. Soit ils sont déjà déclarés, comme au Moyen-Orient, soit ils sont sous-jacents, comme en mer de Chine, c'était rappelé tout à l'heure, soit effectivement ce jeu changeant d'alliance est lui-même extrêmement dangereux. Et comme vous le savez, dans ce contexte-là, les peuples ont en ce moment une fâcheuse tendance, dans ce contexte de poudrière généralisée, à élire ou à opter, au moins pour une forte proportion de la population, pour des incendiaires. Vous imaginez bien que si Donald Trump devenait président des États-Unis, ça ne serait pas un très bon point pour la paix mondiale. En ce qui concerne Vladimir Poutine, il a déjà montré les coups d'échec dont il était capable. Mais vous pensez à Erdogan et la Turquie, c'est pas extraordinaire. Et l'AKP en Turquie est un parti qui se comporte à peu près comme les SA dans les années 30, qui intervient chez les gens, fait pression, interpelle les femmes dans la rue parce qu'elles n'ont pas la tenue requise au nom d'un islam très rigoriste, etc., etc. Et en face de ça, on a effectivement, et c'est le même phénomène, un affaiblissement des démocraties qui, pour ma part, me paraît en partie, c'est toujours très difficile d'avoir des analyses solides dans ce genre de questions, mais en partie dû à 2 phénomènes. Et le premier phénomène, on en prend conscience finalement que depuis très peu de temps, c'est la fragmentation du paysage de l'information. Il y a une vingtaine d'années, ou encore 15 ans, même encore peut-être 10 ans, quel que soit le pays, les grands journaux télévisés étaient vraiment des moments de rassemblement. La radio fournissait une espèce de référentiel commun
aux individus. Or, la multiplication des sources d'information, d'un côté, et d'autre part, l'avènement du web ont totalement changé la donne. Et cette fragmentation crée des médias en quelque sorte spécialisés. Si vous êtes aux États-Unis spectateur de Fox News, des enquêtes nous l'ont montré, vous ne regardez que Fox News. J'aime autant vous dire que l'idée que vous faites du monde est quand même relativement étroite et partisane. Mais la raison pour laquelle la plupart de nos enfants aujourd'hui sont adeptes de la théorie du complot, c'est en partie en raison des algorithmes. Vous l'avez remarqué, chacun de vous, Google vous offre systématiquement les choses que vous désirez. Et donc, il y a un enfermement et on voit des bulles d'opinion se former. Probablement une des raisons pour lesquelles on voit arriver, ou en tout cas être porté par des mouvements populaires, des figures quand même assez curieuses. Probablement que la globalisation aussi a fragilisé les pouvoirs de régulation des États, et c'est sans doute une des raisons du turnover important, le fait qu'on voit aussi bien sur la part droite que la part gauche de l'échiquier des partis plus extrêmes monter en voie. C'est sans doute une des conséquences, si vous voulez, de ces deux phénomènes. Donc on a un contexte physique, qui est un contexte, somme toute, bousculé, qui fait que de toute façon, nous serons sur une planète différente, mais on a des marges évidemment quand même d'action pour que les choses n'aillent pas jusqu'à la catastrophe. Et cela se produit dans un contexte, on pourrait dire, de déni de justice, si l'on ramène la justice à la justice distributive. Aujourd'hui, vous avez une minorité de la population, par exemple 10%, les 10% les plus riches de la population s'accaparent 50% des ressources mondiales. Si on va regarder de manière plus fine avec l'indicateur de Gini, si vous êtes à 1, c'est une personne sur un groupe qui s'est emparé de toute la richesse. Si vous êtes à 0, on a un égalitarisme absolu, bien on s'approche du 1 dans beaucoup de pays. Et si vous prenez par exemple un pays comme les États-Unis, les inégalités en termes de fortune et de revenus aujourd'hui sont à peu près ce qu'elles étaient dans les années 20. Donc là, nous sommes aussi dans un contexte relativement tendu qui obère nos capacités d'action pour faire face aux enjeux physiques dont j'ai parlé tout à l'heure et qui fait que, eh bien évidemment, notre attention vers les enjeux de long terme est quand même moins forte dans de telles conditions qu'elle ne le serait avec un monde qui fonctionne mieux, avec une répartition plus égale de la richesse. Alors, je dirais que dans ce monde où nous sommes, et pour peut-être un peu caricaturer, je pourrais dire que l'on a en quelque sorte, qu'on est au seuil d'une bifurcation avec deux formes de devenir possibles. Quelqu'un comme Bruno Latour dit d'un côté, vous auriez les terriens et de l'autre, les humains. Pour ma part, je trouve que ce n'est pas très juste parce que les humains sont aussi des terriens. Mais j'illustrerai la chose de la manière suivante. Je dirais que d'un côté, on est face à une tendance, un trajet qui nous conduit vers une surartificialisation, aussi bien de la nature hors de nous, du milieu, si vous voulez, que de la nature en nous. Je vous donne un exemple. Récemment, il y a une quinzaine de jours, un industriel charismatique, Elon Musk, a sans ciller exposé son projet pour, je ne sais plus si c'est 2023 ou 2029, mais franchement, ça n'a aucune importance, où il veut embarquer dans une fusée 100 personnes, et je vous invite à ne pas vous inscrire, les embarquer sur Mars. Je vous rappelle que sur Mars, il n'y a pas d'atmosphère, pas d'air que vous puissiez respirer. Sur Mars, il n'y a rien à manger. Et sur Mars, les seuls paysages qu'on y connaît
sont minéraux. Alors, sur Mars, disais-je, vous m'entendez mieux? Excusez-moi, sur Mars, il n'y a pas d'atmosphère. Donc, on ne peut pas y respirer de l'air. Sur Mars, il n'y a rien à manger. Et sur Mars, les paysages sont minéraux et extrêmement monotones. Et évidemment, Elon Musk a prévu le voyage, c'est un billet aller sans retour. Je vous assure qu'il y a 10 ans, si un industriel de son acabit avait tenu ce propos, au minimum, ses actions se seraient effondrées et au maximum, des messieurs en blouse blanche seraient venus le chercher. Or, ce n'est pas le cas. Au contraire, toute la presse a relaté avec fierté ces propos. Pensez au schisme de réalité dont je suis parti. Vous avez vraiment un véritable schisme de réalité. Et sur le campus universitaire où je suis, j'enseigne à l'université, mais à côté vous avez le PFL, le nombre de gens qui pensent effectivement qu'ils vont pouvoir exploiter les minéraux dans l'espace est extrêmement important. Et sans doute certains de nos jeunes étudiants, et peut-être même brillants, seraient prêts à s'embarquer pour aller sur Mars. Et revient aujourd'hui au goût du jour une typologie des civilisations qu'avait dressée un astronome soviétique dans les années 60 qui s'appelle Nikolai Kardashev. Il imaginait le devenir des civilisations extraterrestres. Et il pensait que les civilisations de type 1 se caractériseraient par le fait qu'elles dévoreraient toutes les ressources de leur planète d'accueil. Évidemment, il faudrait les chercher ailleurs. Donc les civilisations de type 2 détruiraient et consommeraient toutes les ressources du système solaire ou l'équivalent qui les accueillerait, et les civilisations de type 3 s'attaqueraient cette fois-ci à la galaxie. Un physicien français qui s'appelle Gabriel Girardin s'est amusé à faire le calcul. Et en prenant les ressources de la Terre, effectivement, a-t-il calculé, vous prenez une horde quelle qu'elle soit, vous l'affectez d'un taux de croissance de 2% par an, c'est énorme en fait, surtout en matière de population. On n'arrive pas à faire le calcul exactement, mais au bout de quelques siècles, cette civilisation, partie de cette horde initiale, aurait mangé les ressources de la Terre. Mais écoutez-moi bien, au bout de 5 à 6 000 ans, avec le même taux de croissance, cette civilisation aurait dévoré les ressources, d'après son calcul, d'un espace qui aurait un rayon, je ne sais plus si c'est le rayon de diamètre, mais franchement, ce n'est pas très important, vous allez voir, de 10 milliards d'années-lumière en 6 000 ans. La seule chose dont j'ai peur, c'est qu'on ne parvienne jamais à passer du type 1 au type 2. Alors, à l'opposé, mais vraiment radicalement à l'opposé, eh bien, vous auriez les civilisations de l'auto-limitation. Et une partie de nos sociétés commence aussi un petit peu à aller de ce côté-là. Mais une autre de l'autre côté. Aujourd'hui, très difficile de savoir où l'on va aller. Et effectivement, c'est par exemple ce qu'on appelle la démocratie. Ce qui caractérise le pouvoir démocratique, c'est son auto-limitation. C'est effectivement le respect des autres êtres humains en premier, des autres espèces par après. C'est la façon de savoir cantonner ses désirs à l'essentiel, et puis peut-être de les exprimer de façon plus immatérielle. Et d'ailleurs, autolimitation se dit dans le langage de Pierre Rabhi, sobriété. Donc voilà en quelque sorte les deux types de devenir possibles auxquels nous sommes d'une certaine manière confrontés, avec dans nos sociétés, au jour d'aujourd'hui, des éléments qui vont aussi bien dans un sens que dans l'autre. Donc, rien n'est encore décidé. Mais pour finir, je voudrais vous dire que, en fait, à la fois à l'origine de cette bifurcation, eh bien, vous avez un changement qui s'est produit dans la chrétienté latine, et il s'est produit sans même que ceux qui l'ont vécu au départ ne l'aient même réfléchi, pensé. Je
Je reprends un article très célèbre d'un historien des sciences et des techniques médiévales qui s'appelait Lynn White, qui nous montre comment, à partir du IXe siècle, on voit surgir un certain type de calendrier où succèdent à des figurations allégoriques de la terre et des éléments, le vent, l'eau, eh bien, une terre sur laquelle s'affairent tous les hommes. Des bûcherons là, des agriculteurs là, des métallurgistes ailleurs, etc. Et ce que nous montre Lynn White, alors cette fois-ci beaucoup plus large dans son œuvre, qui a été repris par pas mal d'historiens depuis, c'est comment petit à petit on s'est mis à imaginer, dans la partie ouest de l'Europe, que la terre était un stock de ressources. Et au bout du compte, ça veut dire, et on a commencé à le penser qu'au début du XVIIe siècle, entre le XVIIe et le XIXe siècle, pour être plus exact, eh bien cela veut simplement dire que la relation des hommes aux données naturelles, à ce qui advient de soi l'existence, a totalement changé, sans même qu'ils l'aient eux-mêmes au départ pensé. Dans la chrétienté traditionnelle, et finalement un peu partout ailleurs, le donné naturel est ce qui mérite respect. La civilisation moderne s'est imaginée que rien de ce qui est naturel ne mérite le respect. Tout n'a de valeur que pour autant qu'il se prête à une transformation par l'action humaine. Et c'est là que vous voyez le lien entre, par exemple, les fantasmes transhumanisme, de changer le corps humain, et l'exploitation de la terre. Ce qui a le commun d'un côté et de l'autre, c'est la même compréhension du donné naturel. Et évidemment, si vous poussez cette compréhension du donné naturel jusqu'au bout, eh bien, vous avez le type 3 de civilisation. C'est-à-dire que le destin de l'humanité serait de se transformer en chancre de l'univers et détruire l'univers morceau par morceau. Et je terminerai sur l'encyclique Laudato Si, parce que ce à quoi nous invite le pape, en revenant à quelque chose d'assez proche de ce que les orthodoxes appellent le panenthéisme, de voir dans chaque fleur la présence de Dieu, eh bien c'est une manière de nous renvoyer au fait que le donner, c'est le créer, et que le créer mérite respect pour lui-même. Merci de votre attention. Eh bien, mes chers amis, j'espère que vous avez gardé le moral. J'ai jusqu'à la fin espéré, mais je pense que nous allons pouvoir en débattre, quelques notes un petit peu optimistes pour nos enfants. Mais je pense que cet optimisme viendra peut-être de la salle. J'ai, dans un premier temps, été tout à fait intéressée par ce que vous nous avez indiqué, avec à l'origine un petit peu des termes guerriers, mais en définitive, ce que j'ai retenu aussi à travers l'océan, c'est une forme de liberté et c'est aussi un droit qui est là pour créer un lien entre les hommes et ne pas les épuiser. Moi, simple humaine, Monsieur Bourg, je me retourne donc vers vous. Votre vision est tout à fait passionnante. C'est un philosophe un petit peu, je ne vais pas dire déprimé, mais un peu pessimiste, on va dire, un petit peu pessimiste. Non, c'est pas du pessimisme. Je n'ai fait que relater, si vous voulez, ce que vous trouvez dans la littérature scientifique. C'est l'histoire de la bouteille à moitié vide, à moitié pleine. J'ai tellement envie qu'elle soit à un moment donné à moitié pleine. Vous savez, ça permet, d'être content de se lever le matin. Et donc, vous nous léguez, d'après ce que je comprends, une maison commune appauvrie, au sein de laquelle le séjour des hommes devient le plus difficile. Vous évoquez donc une société, beaucoup plus manichéiste et quelque part complotiste, du coup, avec des médias qui participent un petit peu à ces problématiques. J'adore les réseaux sociaux.
Figurez-vous que je les ai découverts il y a 2 ans et j'apprends plein de choses très diversifiées que je n'aurais jamais connues et ça me permet de me cultiver. Mais je suis peut-être, j'allais dire, je n'ai pas la chance d'être scientifique et j'ai tellement envie. J'ai tellement envie d'un petit peu d'optimisme avant que la salle n'intervienne que je vais vous demander, Sabine, vous me permettez de vous appeler Sabine, qu'est-ce que vous pouvez nous dire, quelle est votre réaction à ces propos très, très, très intéressants, mais qui nous disent, c'est un mot très à la mode, mais là vraiment, qui nous interpelle. Alors, je partage avec le professeur Bourg un respect éminent de la science et des efforts d'objectivation, si c'est un terme français, des faits qui concernent le climat. La Fondation de la mer a mis ces questions de climat au centre de ses préoccupations et au centre de ses engagements, en constituant, et ce fut sa première action, un conseil scientifique de premier plan, et en nommant à sa présidence Françoise Gaille, qui est également présidente de la plateforme Océan et Climat, et qui fut le porte-drapeau de la France sur les négociations pour le climat à Paris l'année dernière et qui part à Marrakech dans quelques semaines. Donc, tout ça pour vous dire que le climat, les enjeux scientifiques sont au cœur de nos préoccupations. Et d'ailleurs, nous avons décerné lundi les premières bourses de la Fondation de la mer, des bourses de 10 000 euros. Donc, on est sérieux et on finance la recherche fondamentale, ce que quasiment aucune fondation ne fait en matière scientifique, pour encourager la recherche. Alors, pourquoi nous faisons cela ? Et c'est pour répondre à votre question, Dominique, si vous me permettez de vous appeler Dominique. Parce que nous avons une approche résolument optimiste de l'avenir. Et une approche également tournée vers l'action. Alors pourquoi ? Pour 2 raisons, que je pense le pape François ne rejetterait pas non plus. La première, c'est la capacité inouïe de renouvellement de la création. Et puis la deuxième, c'est que nous croyons en le génie humain. Alors on peut effectivement regarder les dictateurs, on peut effectivement regarder les chefs d'État populistes, mais on peut aussi regarder tout ce qu'il y a d'absolument extraordinaire sur la planète. Alors je vais vous donner quelques petites histoires sur les océans, parce que c'est ce que je connais, pour illustrer un peu mes propos. La première petite histoire, c'est que finalement, vous avez cité énormément de chiffres sur les espèces animales détruites, et ils sont exacts. Mais la réalité, c'est qu'en ce qui concerne les océans, on n'y connaît rien. J'ai assisté la semaine dernière à une conversation absolument extraordinaire entre Françoise Gaille, donc je pense la scientifique, l'océanographe française la plus connue sur la planète, et Gilles Boeuf, l'ancien président du Muséum national d'histoire naturelle, sur un chiffre, et vous allez partager mon étonnement. On connaît à peu près 2 millions d'espèces sur la Terre, donc la terre ferme, et alors ils débattaient tous les deux pour savoir s'il y avait 10 ou 20 millions d'espèces sous la mer. Donc vous voyez, c'est du simple au double, donc on ne sait pas, on ignore combien il y a d'espèces différentes dans les océans, et ce qui est certain, c'est qu'on n'en connaît que probablement 5 à 10%. Vous voyez, on est encore du simple au double, donc on ne sait rien. Un autre exemple beaucoup plus précis, ce sont les baleines en Méditerranée. Alors, je vois certains qui lèvent les yeux. Oui, il y a des baleines en Méditerranée. Elles s'appellent le rorqual commun. Et il y a une dizaine d'années, il y avait eu des tentatives de dénombrement de ces rorquals communs. Et les scientifiques s'étaient mis d'accord pour dire qu'il y en avait à peu près 700. J'ai reparlé récemment avec toute une série de scientifiques qui s'intéressent aux rorquals communs. Ils me parlent aujourd'hui de 1500. Voilà, alors, c'est peut-être beaucoup, pas beaucoup, je n'en sais rien, mais en 2016, on est incapable de dénombrer le nombre de baleines que nous avons en Méditerranée. Donc, tout ça pour vous dire qu'on ne sait finalement pas grand-chose sur les océans. Si la science est relativement précise sur les continents, elle l'est beaucoup moins sur les océans. Le génie humain est capable d'innovations absolument incroyables. Et la recherche, et c'est bien la raison pour laquelle nous la finançons, est capable d'aller découvrir des choses absolument inouïes. Le commandant Cousteau, que vous avez compris, je respecte énormément, lui-même disait à l'époque qu'il n'y avait aucune chance qu'il y ait de la vie en dessous de 70, disons 100 ou 200 mètres de profondeur, puisque comme vous le savez, en dessous de 200 mètres de profondeur, c'est le noir sidéral, et donc il n'y a pas de photosynthèse. Or, on a découvert, par 1000-2000 mètres de profondeur, des sources hydrothermales, qui sont des sortes de cheminées de volcans, qui donc sortent des océans à des profondeurs inouïes et abyssales et dans un noir complet. Et on a découvert qu'à cet endroit-là se développait une vie absolument foisonnante, avec un principe qui est le principe de la chimiosynthèse.
Et donc, dans ces espaces-là, dans ces sources hydrothermales, vivent des animaux absolument incroyables. J'espère qu'on ira les filmer avec la Fondation de la mer et qu'on pourra vous les montrer. Des espèces incroyables dont avec des conditions de vie terribles, puisque ces espèces sont capables à la fois de passer de -2 degrés, donc qui est la température moyenne des océans à 2000 mètres de profondeur, jusqu'à 400 degrés, qui est la température de des émanations de fumée. Voilà. Et donc, comment est-ce qu'on peut vivre de -2 degrés à 400 degrés ? Qu'est-ce que ça peut vouloir dire comme molécule pour l'être humain, pour la science ? Voilà, donc tout ça pour vous dire qu'on a encore beaucoup à découvrir, que nous, la Fondation de la mer, on croit dans le génie humain. On croit aussi que le génie humain sera capable d'en faire du beau, pourra aussi le dévoyer, mais sera capable d'en faire du beau. Et puis pour reprendre aussi une de vos remarques qui m'a intéressée, sur Elon Musk. Alors Elon Musk, il est effectivement un joyau fou d'une certaine manière. En même temps, il a une entreprise dont il vit, et dont il fait vivre toute une série de... C'est un industriel génial. Et pourquoi finalement, en vous écoutant, je me demandais pourquoi finalement il a fait la une des journaux. Il a fait la une des journaux parce qu'il sait faire quelque chose de très important, que Jules Verne a su faire, ou que le commandant Cousteau a su faire. Il sait faire rêver l'humanité. Il sait faire rêver les journalistes. Il sait nous faire rêver. Et moi, je vous propose qu'au lieu de parler de terriens ou d'humains, on parle de mériens. Voilà. Nous vivons sur une planète bleue, nous sommes des mériens. Et quand tout à l'heure, vous disiez que l'avenir de l'humanité est en mer, j'y crois profondément. On arrivera à nourrir et à donner de l'énergie, et à abreuver les 10 milliards de personnes que nous serons sur la planète en 2050 grâce aux océans, pour peu qu'on les protège et qu'on sache les développer avec humanité et intelligence. Monsieur Bourg, dites-nous des choses optimistes. Avant de vous dire des choses optimistes, déjà, si vous voulez, constater l'état des choses, ça n'est ni être optimiste, ni être pessimiste. C'est simplement constater. Ensuite, l'optimisme et le pessimisme, je n'aime pas trop ces catégories, c'est ce qu'on en fait. Et donc, moi, je n'ai pas été pessimiste. Je vous ai simplement dit, voilà les données dont on dispose. Par exemple, sur les questions de biodiversité, vous avez raison. On ne sait pas exactement le nombre d'espèces qui vivent. Par ailleurs, vous savez, ce qui est extrêmement important pour la vie, c'est le socle bactérien. Le socle bactérien, on ne le compte jamais quand on parle d'érosion de la biodiversité, tout simplement parce que les bactéries, chaque seconde, échangent des gènes et qu'on ne peut pas parler d'espèces à proprement parler. J'espère pour l'heure que le socle bactérien est intact. C'est très bien le socle bactérien, mais nous ne sommes pas des bactéries. Et pour vivre, on a besoin d'être complexe. Alors maintenant, effectivement, c'est vrai, vous avez tout à fait raison, il y a, si vous voulez, des défauts de connaissances qui sont monstrueux. On les a aussi pour le climat. Quand je disais tout à l'heure qu'on va peut-être devoir réviser la sensibilité du climat, le principe, c'est la science n'a jamais de certitude. Le climat, c'est ce qui nous apparaît aujourd'hui avec les connaissances que nous avons. Simplement, ce qu'on constate depuis des dizaines d'années, c'est qu'effectivement, on doit réviser ce sur quoi on avait fait nos calculs, et on va probablement, peut-être, on verra bien, c'est pas une certitude, peut-être devoir réviser ce qu'on appelle la sensibilité climatique. Alors maintenant, pour ce qu'on appelle l'érosion de la biodiversité, vous avez deux raisons. Alors vous avez l'érosion de la biodiversité sauvage. Là, on a des méthodes pour essayer d'estimer, sans évidemment qu'on connaisse exactement, et de loin pas, et vous l'avez dit, c'est tout à fait juste, le nombre d'espèces qui vivent. On fait ça par catégorie, parce que c'est très différent d'une catégorie à une autre. C'est des méthodes relativement robustes. Donc, quand bien même on ne connaît pas, si vous voulez, la totalité, on sait estimer le degré de dégradation. Et puis ensuite, après, il y a ce qui va concerner les espèces domestiques. Vous avez aujourd'hui en Inde, je crois, 3 variétés de blé. Dans l'Inde traditionnelle, mais évidemment pas avec les mêmes rendements, mais pas même non plus le même coût énergétique, vous aviez à peu près 10 000 variétés. Donc on a un appauvrissement génétique autant pour les populations sauvages que finalement pour les populations domestiques. Alors maintenant, moi je veux bien, si vous voulez, être optimiste. Mon optimisme en question, c'est celui d'une humanité qui finalement comprend ce que le vieux Goethe avait dit, c'est-à-dire que les arbres ne montent jamais au ciel, et que pour mieux vivre sur Terre, on aurait tout intérêt à la préserver, pas seulement les mers,
mais préserver aussi la terre. Et ça, ce n'est quand même pas exactement ce qu'on fait depuis un certain nombre de décennies. En revanche, pour quelqu'un qui est jeune aujourd'hui, moi je m'occupe d'un master qui a d'ailleurs un certain succès, on dit tout ça à nos étudiants, ça fait partie du b.a.-ba, mais un tiers de la formation que l'on leur dispense, c'est essayer de leur montrer les choses que l'on sait faire aujourd'hui pour faire face à cette réalité. Mais on ne peut vraiment faire face à une réalité que lorsqu'on la connaît et que lorsqu'on ne s'illusionne pas. Certes, il y a un génie humain, Dieu merci, mais ce génie humain ne veut pas dire non plus qu'on soit capable de violer les lois de la nature. Et puis, ce génie humain, on a eu trop tendance les dernières décennies à en attendre. Alors, je donne un simple exemple. On pouvait lire, c'est les années 50, un numéro de Science et Vie où on commence, c'est les premiers travaux qui paraissent sur l'évolution du cycle du carbone, et notamment dans les océans, avec le fameux Roger Revelle, qui a été le maître d'Al Gore. Et un numéro de Science et Vie bien informé, en mai 58, dans son éditorial de fin, nous dit, eh bien, en l'an 2000, vous vous souvenez tous du fameux en 2000, en l'an 2000, ayons confiance au génie humain, et le génie humain sera capable de réguler l'atmosphère de la Terre avec un simple thermostat. Alors, je ne crois pas, pour ma part, au simple thermostat. Et donc, simplement, je pars de cette réalité. Je vois aussi ce qui se passe avec les cellules totipotentes. Je vois ce qui se passe avec la méthode CRISPR-Cas, etc. Je vois, si vous voulez, des percées fantastiques dont on ne sait pas du tout vers quoi elles vont aller. Je vois que pour le moment, à chaque fois, ces techniques auront plutôt tendance à poser des problèmes éthiques énormes, d'un côté. De l'autre, qu'elles ont plutôt tendance à aggraver les inégalités. Donc, certes, le génie humain, c'est très important, mais la sagesse, ça ne l'est pas moins. Et si l'on veut être sage, la condition de la sagesse, c'est de connaître ses limites. Et pour moi, c'est le fondement, si vous voulez, de mon enseignement, c'est cette fameuse finitude sur laquelle vous m'avez interpellé tout à l'heure. C'est fondamental de savoir que nous sommes dans une planète finie, que nous n'avons qu'une, il y en a probablement d'autres qui sont aussi accueillantes, mais à quelques millions, voire milliards d'années-lumière. Je ne me vois pas passer plusieurs existences pour les atteindre, et je crois que nous ferions beaucoup mieux de préserver notre chère Terre. C'est pourquoi je vous ai dit, aujourd'hui, la bifurcation est entre les post-humains, les post-terriens d'un côté, les humains et les terriens de l'autre. Et je réitère mon affirmation.